protéines animales, protéines végétales, faut-il les opposer? Alors, la gastronomie française fait la part belle en fait aux viandes et aux produits laitiers, on le sait. Contre toute attente, en fait, la consommation de viande ne baisse pas tant que ça en France. Donc, les protéines animales sont-elles garantes d'atouts nutritionnels, d'une bonne valorisation des herbages, qui structurent et qui captent le carbone? Ou au contraire, est-ce que la production de protéines animales en fait, est associée à des émissions élevées de gaz à effet de serre, à la déforestation, à l'utilisation excessive de ressources et à des problèmes de santé? Voilà, quel est le juste équilibre en fait en termes de consommation, mais aussi de production? C'est ce qu'on va voir. Donc j'appelle Thierry Roquefeuille, agriculteur et président de la FNPL. Et puis Thomas Utayakumar, directeur programme et plaidoyer de la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc FNH. Bonjour, merci à tous les deux. Venez vous installer. Voilà, vous vous connaissez. Alors, on va démarrer par vous, Thierry Roquefeuille. Alors justement, voilà, est-ce que selon vous, il faut opposer protéines animales et protéines végétales? Et puis, voilà, on en a discuté. On fait pourquoi les industriels et la grande distribution, ils entretiennent un peu la confusion là-dessus. Oui. C'est ce que vous m'avez expliqué dans la préparation. Oui, disons que... Alors, voilà, déjà, est-ce qu'il faut les opposer? Non, je pense que dans la filière laitière et dans la filière d'élevage ruminant, on a effectivement l'habitude d'évoquer ces sujets-là, d'autant plus dans la filière laitière, puisque bon nombre d'industriels laitiers sont aussi des fabricants de jus végétaux. Donc voilà, c'est des sujets très importants, notamment en termes de business pour les entreprises, et pas que, on y reviendra je pense. Mais je crois qu'il y a cette complémentarité qui paraît très évidente, je pense, peut cacher quelques travers. Et je pense que si j'ai accepté de venir discuter de ce sujet-là aujourd'hui avec Thomas, c'est justement pour évoquer, vu de ma fenêtre, les quelques travers éventuellement qui pouvaient être portés par cette mise en avant ou ce conflit qu'il pourrait y avoir entre végétal et animal. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à garder en complémentarité, mais il y a peut-être... à éviter peut-être de sacraliser un côté et mettre l'opprobre sur l'autre. Donc je crois que voilà, c'est ce sujet-là qu'il faut aborder, quoi. En fait, quand on avait discuté, vous m'avez expliqué que vous étiez quand même assez gêné par le fait que dans les rayons, il y avait une sorte de confusion entre les produits végétaux et les produits animaux, enfin justement les produits laitiers, et que voilà, c'était pour vous un vrai problème. Disons que c'est un sujet, alors même si à titre personnel, je trouvais que c'était effectivement quelquefois difficile dans un rayon de produits laitiers de ne pas faire exprès de prendre... un yaourt qui ne serait pas un yaourt issu de produits laitiers. J'ai essayé de mettre ces débats en discussion au niveau de l'interprofession et j'ai été obligé d'arrêter de discuter de ce sujet parce que à un moment donné, on a posé la question à la concurrence si on pouvait parler de ces sujets-là et on nous a dit que non. Qu'on ne pouvait pas parler de ces sujets-là dans l'interprofession laitière parce que ça voulait dire qu'éventuellement on se mettait d'accord sur la mise en marché de produits végétaux et que ce n'était pas le rôle de l'interprofession laitière que de mettre en rayon les produits végétaux. C'est accès d'entente en fait, c'est ça? Voilà. Donc voilà. Donc pour vous dire que quelquefois on peut essayer de vouloir trouver des solutions et que on est rattrapé par
par des contraintes administratives, si je peux appeler ça. Et donc, vu l'actualité, vous voyez, il y en a une de plus qu'on peut mettre dans le catalogue. Alors, Thomas, même question, est-ce que chez FNH, vous opposez protéines animales et protéines végétales? Alors, pour reprendre un peu de recul avec Thierry, nous, on n'essaie pas de polariser le débat. Sur les enjeux protéines végétales et protéines animales, la première chose, c'est que selon les études individuelles de consommation alimentaire, les études 1K qui sont produites par l'ANSES, on consomme trop de protéines animales. Donc, par rapport à ce premier constat, un des enjeux qui se pose, c'est comment on peut faire en sorte d'inverser le ratio protéines végétales animales et de consommer davantage de protéines végétales. Et où est-ce que vous mettez le curseur? Sur le curseur, c'est-à-dire sur la nature des protéines végétales? Voilà, c'est ça. Alors, juste je déroule, juste là-dessus, j'essaie d'être rapide. Sur le premier volet, sur l'enjeu de la demande, il y a donc la nécessité d'inverser ce fameux ratio, protéines végétales animales. Et sur le volet de la production, on en a beaucoup parlé, c'est de réintroduire des protéines végétales dans les systèmes de culture et donc de les introduire dans les itinéraires techniques, que ce soit pour la consommation animale ou pour la consommation humaine. Consommation animale, on en a parlé pour les enjeux de déforestation importée, puisqu'on continue d'importer des millions de tonnes de tourteaux de soja. Et sur les enjeux de consommation humaine, il y a l'importance de réintégrer des légumes secs notamment dans les systèmes de culture à destination de la consommation humaine. Il y a des stratégies nationales aujourd'hui qui sont en débat. On a la stratégie nationale des protéines végétales qui a pour objectif justement d'aller plus loin sur l'assolement. Et donc c'est déjà ce premier sujet qu'il faut voir, c'est-à-dire ne pas opposer protéines végétales et animales. Si on reste d'abord sur la consommation, donc inverser, ça veut dire qu'il faudrait diminuer la consommation, enfin selon vos préconisations, il faudrait diminuer la consommation de produits animaux de combien? Alors, il y a plusieurs études qui sont sur la table. Déjà, il y a les recommandations de santé publique, c'est-à-dire le PNNS, le Haut Conseil pour la santé publique, qui sont déjà sur le coup, qui ont des préconisations sur la réduction de la consommation de protéines animales, que ce soit sur la chair animale ou sur les produits dérivés. Si on veut, par exemple, moi j'avais fait le calcul à l'époque sur un panier de consommation alimentaire, j'étais reparti des études 1K il y a plusieurs années, c'était sur l'étude 1K3. Si on veut réduire de près de moitié ou de 40% nos émissions de gaz à effet de serre, augmenter la qualité nutritionnelle de notre alimentation, puisque c'est ça dont il est question aussi. Et si on veut ne pas augmenter forcément le coût des paniers des ménages français, là je parle d'une étude qui a été faite il y a 7 ans, hors contexte inflationniste qu'on connaît actuellement, on peut déjà réduire de près de moitié sa consommation de protéines animales. Donc, si on réduit de près de moitié la consommation de protéines animales, il y a tout un levier possible sur la réintroduction de protéines végétales, et notamment des légumes secs, mais aussi d'autres produits qui sont aussi importants, c'est-à-dire les fruits et légumes, c'est-à-dire toute une partie de produits qui nécessitent, enfin qui ont la nécessité d'être réintroduites dans la consommation alimentaire des Français. Alors, Thierry Roquefeuille a cette proposition, moins 50% de consommation de produits animaux. Vous réagissez comment? Et vous m'aviez parlé, je refais juste un petit point, vous m'aviez parlé de cette notion de consommer moins mais mieux. Vous y viendrez après, d'accord. Oui, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où on vient aussi, parce que c'est vrai qu'il y a l'actualité, mais alors je ne sais pas si c'est la chance ou bientôt l'âge qui fait que j'ai un souvenir qui remonte à la mise en place des quotas laitiers, c'est-à-dire 1983. Et 1983, la France, on produisait 23 milliards de litres de lait. On est en 2024, on produit toujours 23 milliards de litres de lait. Donc en 40 ans, on n'a pas augmenté la production. Par contre, on a divisé par 2 le nombre de vaches laitières pour produire ce même lait. Donc on a divisé par 2. Donc la réduction, si on va sur une partie de la viande issue du troupeau laitier qui fait partie de la protéine animale, donc je pense qu'on a fait un chemin. Bon, résultat 2024, on importe 25% de la viande qu'on consomme en France, et qui est de la viande issue du troupeau laitier qui vient d'autres pays européens quasiment. Donc, je veux dire, pour moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, effectivement, au niveau de la production, on a des choses à faire évoluer. La preuve, on l'a fait en 40 ans. Mais la consommation, qui est la discussion que l'on a quand on dit qu'il faut réduire la consommation de 50%,
on fait comment, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai pas l'impression, enfin, là, c'est des politiques publiques, c'est autre chose, quoi. Au niveau des filières, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut arriver à baisser des productions en France, et on le voit bien, on est plein de filières. Et tout à l'heure, je crois que c'est Sébastien qui le disait, on a fait une projection au niveau de la filière laitière 2027. On risque d'être dans la bascule entre les imports et les exports, où on sera à peine autosuffisant au final. Donc ça veut dire qu'on est en train effectivement d'aller dans ce schéma-là de réduction au niveau de la production. Donc on l'a fait en viande, peut-être on va le faire en lait, mais la consommation, elle, se maintient en produits laitiers, puisque la FAO nous dit que dans les 10 prochaines années au moins, on va augmenter la consommation de produits laitiers de 1,8% au niveau mondial. Et donc ça veut dire que tous les pays émergents sont en train d'être demandeurs de protéines animales. Donc on va les produire où, quoi. Donc peut-être les États-Unis et la Chine vont répondre à la consommation. Mais voilà, est-ce qu'on reste franco-français sur tous les schémas? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, quoi. Oui. Alors, quelle solution vous avez, vous, justement, pour aller vers cette moindre consommation? Pour ne pas être dans l'incantation, quelque part. Voilà. Ok, alors je reprends du début. Je sais qu'il faut être très succinct, mais c'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'il aborde énormément de notions. Thierry part sur le solde net positif du secteur laitier. On peut en parler. On peut aussi parler de l'exportation aussi des coproduits laitiers, qui, donc une très grande partie n'est pas du lait. Ce sont des coproduits. C'est de la poudre de lait, c'est du lactosérum, c'est du babeur, c'est des peptones. Donc, il y a beaucoup de sujets en fait dedans. Donc, juste pour reprendre le fil, mon premier point, c'était sur l'importance de réintroduire des protéines végétales dans la consommation humaine et dans les systèmes de culture. Ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui admises dans plusieurs scénarios qui sont mis sur la table, que ce soit de l'ADEME, que ce soit des think tanks comme l'IDRI. Moi, je m'étais aussi prêté à l'exercice avec Solagro, dans la mesure où on essaye d'imaginer une photographie de l'agriculture en 2050 et on essaie de voir comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment on peut faire en sorte que les systèmes de culture bouclent leur cycle de fertilité pour que ça marche, avec la question de l'azote, tout ce dont on a parlé précédemment. Et ensuite, on essaie de voir quelle est la répercussion sur la demande alimentaire, qui sont nos données d'entrée. C'est pour ça qu'on parle de la demande. C'est pour ça qu'il faut bien lier la demande et ensuite la production. La production, si exactement. on arrive à combiner les deux, c'est là où on commence à parler des protéines animales. Et donc là, je peux rejoindre le propos de Thierry, qui était de dire, nous, en tout cas à la Fondation, et je parle au nom de la Fondation pour la Nature et l'Homme, on n'est pas du tout contre les protéines animales. L'élevage est très important. Vous n'êtes pas dans un schéma végétarien. On n'est pas du tout dans un schéma... On peut être dans ce schéma végétarien puisqu'on a la possibilité de manger des produits dérivés des animaux, c'est-à-dire du lait et des œufs. Pas strict, voilà. Mais après, tout peut se débattre. La question, c'est que les élevages, effectivement, ont une place importante dans l'agriculture, et notamment les élevages extensifs, notamment les systèmes pâturants, herbagers, les systèmes plein air, si on parle de la volaille ou du porc, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La majorité des systèmes monogastriques, c'est-à-dire du porc et de la volaille, ne sont pas des systèmes plein air. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la question qu'on doit se poser sur les protéines animales, c'est le fameux moins et mieux. Et donc j'y viens sur le moins et mieux. Le moins et mieux, c'est de produire moins et de consommer moins. Mais c'est aussi de produire mieux et de consommer mieux. Ça veut dire qu'il va falloir se réinterroger sur deux métriques, sur deux facteurs importants. La quantité de protéines animales qu'on doit manger et la quantité de protéines animales qu'on doit avoir dans les champs. Donc lorsque Gabriel Attal, par exemple, nous parle, là très récemment, lorsqu'il a essayé de répondre à la crise agricole, de retourner les prairies, moi je demande à certains éleveurs comment est-ce qu'ils ont pris un peu cette annonce-là. Vu qu'aujourd'hui, on a besoin de prairies, pour le potentiel stockage de stockage carbone, pour le potentiel aussi de biodiversité qu'apportent les systèmes ruminants, on a besoin de prairies aujourd'hui. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle de moins et mieux, c'est de se projeter sur les politiques publiques. Et là, ça fera peut-être la transition avec ce que je vais expliquer tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, et je laisse la parole à Thierry. C'est sur les politiques publiques qu'on a sur la table. Le problème qu'on a, et c'est pour ça que le sujet est très compliqué, c'est qu'on a plusieurs politiques publiques qu'on nous met. On a aujourd'hui la SNBC, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui est notre feuille de route de décarbonation de l'économie française. En d'autres termes, on a des grands domaines d'activité français, dont l'agriculture, et elle a un objectif, c'est de réduire de près de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. On a la loi d'orientation et d'avenir, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment on fait alors que le renouvellement des générations agricoles ne se fait pas. Avec près du tiers à la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite ces prochaines années, la question se pose sur qu'est-ce qu'on fait. Le troisième plan, c'est sur le plan d'ambition bio. Le plan d'ambition bio, je le rappelle ici, c'est de doubler les surfaces agricoles bio en 6 ans. Doubler les surfaces agricoles bio en 6 ans, ce n'est pas nous qui disons en tant qu'association environnementale, c'est le gouvernement. Donc pour répondre à cet objectif, comment ils souhaitent le faire, juste avec Egalim qui traite que de la restauration collective,
et de l'introduction des 50% de produits durables, ça aussi on peut en reparler, dont 20% de bio. Ça ne marchera pas. On a publié une étude très récemment qui montre qu'il va falloir embarquer d'autres secteurs d'activité, à savoir la restauration commerciale et à savoir la grande distribution qui canalise la majorité de la consommation des Français. Et dernière chose, Nicole, et je promets, je m'arrête. Sur le plan... et puis après, on pourrait aussi parler de la PAC. Si on met tout ça sur la table, la question est de savoir quel est le scénario qu'on envisage. Et c'est là on peut tout reboucler. On peut parler biomasse, on peut parler économie, on peut parler production. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui est difficile dans le système agricole et dans les discussions qu'on peut avoir, c'est qu'elle cristallise des sujets qui sont pris isolément. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment on met tout ça sur la table et comment on répond à des politiques publiques qui, aujourd'hui, ne sont pas pris à bras-le-corps par un gouvernement qui ne sait pas sur quel pied danser, puisqu'il est perdu entre la biomasse dont il ne sait même pas comment on peut reboucler la priorisation des usages de la biomasse, il ne sait pas comment on peut faire sur les enjeux de prairies, on parle d'une décapitalisation subie du secteur bovin qui aujourd'hui est une vraie difficulté pour les éleveurs, on ne les accompagne pas, on laisse faire. Nous, en tant qu'ONG, on reconnaît qu'il y a cette décapitalisation subie, donc il faut accompagner les éleveurs et leur permettre aussi de s'installer, pourquoi pas en collectif, mais dans des systèmes ultra capitalisés et surendettés, il faut aussi mettre ces sujets sur la table. Et nous, on a aussi publié des études là-dessus. Le moins mais mieux, alors je vais faire réagir Thierry Roquefeuille justement, mais le moins mais mieux, ça peut quand même engendrer encore plus de décapitalisation. Alors, moins mais mieux, Thierry Roquefeuille, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ? Oui, mais c'est, je veux dire, théoriser, je pense que y a des choses qui pourraient être envisageables, mais le problème, c'est la pratique. Et en 2017, on a fait un plan de filière France Terre de lait. Dans ce travail-là, on avait mis en évidence le fait de doubler la production de lait bio dans les 5 ans à venir, à condition, on l'avait bien marqué, de garder la valorisation pour le producteur. Bon, 5 ans après, voilà, on a fait peut-être, on a trop bien réussi le challenge au niveau de la production bio. Le marché est planté, le consommateur n'est pas au rendez-vous, et donc en théorie, moins et mieux qui aurait dû être cet exemple-là, ben, aujourd'hui ne fonctionne pas, et on est en train effectivement de travailler sur des alternatives pour aider les producteurs à passer cette transition ou cette crise, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et effectivement... parce qu'en fait, les prix ne suivent pas. Non, parce que la rémunération des agriculteurs ne suit pas. Et dans le même temps, je me suis amusé j'ai regardé sur un drive pour regarder un petit peu le prix du lait et des jus végétaux. Bon, un litre de jus d'épeautre, de riz ou de noisette est à quasiment 4 €. Un lait d'avoine est à 2 € et un litre de lait demi-écrémé est à 1,10 €, quoi. Voilà, donc je pense que le sujet reste celui qui a été dit depuis cet après-midi, à savoir, il faut redonner, pour faire moins et mieux, il faudrait redonner de la valeur et éventuellement ce qu'on pourrait faire pour essayer, c'est un vimavic, c'est-à-dire qu'on demande au végétal de se mettre au niveau du prix des filières animales, et les filières animales se mettent au prix des filières végétales, et on regarde pendant quelques mois comment tout ça fonctionne. Si tout le monde s'y retrouve, ben, ça veut dire qu'effectivement le végétal peut être une solution, quoi. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas une boutade, mais c'est pour montrer à des moments, quand je vous dis entre la théorie et la pratique, aujourd'hui c'est sûr que le travailler sur le végétal, je pense qu'il y a globalement dans le plat des Français, il y a quand même une majorité qui essaie de temps en temps d'avoir quelque chose d'équilibré en termes de repas. La caricature de dire on mange trop de protéines animales, c'est là où je vous disais tout à l'heure, dans la controverse, je trouve que des fois on pousse tellement le bouchon qu'aujourd'hui on est en train de baisser la consommation de viande rouge, on augmente la consommation de viande blanche et on nous dit vous mangez trop de viande. Et on l'importe en plus. Et on l'importe. Donc il y a des stratégies à un moment, en appelant tout viande,
on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire on peut diviser par 2 la consommation de viande rouge. Si par le même moment on augmente la viande blanche, au final, est-ce que les prairies seront maintenues? Non, puisqu'il y aura moins de bovins pour manger les prairies, puisqu'on aura plus de viande blanche. Et donc la biodiversité sera moins préservée. Donc l'intérêt de garder des bovins et de la polyculture élevage avec du lait, de la production de viande, pour moi, est quelque chose de très cohérent qu'il faut adapter après dans l'alimentation. OK, et après on travaille à un équilibre alimentaire. Ça, oui, mais je pense qu'il faut essayer de tirer en avant le fait qu'avoir une production, une production dans cette diversité et dans cet équilibre où les bovins et les prairies travaillent dans quelque chose qui va au-delà de l'alimentation. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Et les éleveurs, les producteurs de lait ont besoin aussi à un moment donné qu'on leur dise que ce qu'ils font va dans le bon sens aussi pour l'alimentation, mais aussi pour la biodiversité. Et est-ce que pour la filière laitière, vous êtes sur cette approche du moins mais mieux, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez, on va dire, garder toute l'amplitude de prix, y compris l'entrée de gamme? Non, moi, dans tous les cas de figure, on ne va pas... il faut qu'on soit capable de répondre à l'ensemble des consommateurs. On le sait, il y a des consommateurs aujourd'hui qui ont différents pouvoirs d'achat. On n'est pas là, même si on considère que on a un produit qui est de super qualité et que la France est sûrement à l'agriculture la plus durable. Mais ces produits de qualité, il faut qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population. Et c'est grâce à Egalim qu'on a voulu essayer de démontrer, de faire porter à Egalim aussi cette chance d'avoir une production à l'ensemble, accessible à l'ensemble des consommateurs. Parce qu'on est dans un schéma social français, social et fiscal, et qui nous permet aujourd'hui de répondre à ces demandes des consommateurs. Et la preuve en est, depuis 2 ans, avec des augmentations quand même, vu l'inflation, qui n'ont été non négligeables, la consommation de produits laitiers ne baisse pas en France, elle est stable, quoi. Donc ça veut dire que le consommateur est au rendez-vous. Après, on se passerait effectivement quelquefois de prise de parole du ministre des Finances pour remettre en cause en quelques mois le travail qui a été fait depuis 2 ans. Mais bon, voilà, c'est la politique, quoi. Bon, je peux réagir directement? Oui, bien sûr. 2 points. Alors, le point d'accord avec Thierry. C'est vrai que si on remet des protéines végétales dans nos systèmes de culture, il va falloir trouver des débouchés. Et donc, d'un point de vue des structurations de filières, c'est évident, il y a un gros travail à faire. On avait une stratégie nationale, on l'a toujours, hein, de protéines végétales, qui comprenait ce volet-là, hein, c'est-à-dire intégrer des PME dans les filières, faire en sorte aussi qu'on ait des vrais circuits de distribution, qu'on ait aussi des silos, du stockage, du triage. Bon, voilà, parce que les légumineuses, c'est pas facile aussi à mettre en place. Ça se fait pas par magie, c'est pas incantatoire. Sur le deuxième point, là, on n'est pas d'accord, mais avec Thierry, on se l'est déjà dit. Sur le volet de la consommation, oui, on a une consommation excessive de protéines animales. On peut regarder au niveau de l'ANSES des données 1K3, on peut regarder au niveau du Haut Conseil de la Santé publique. Enfin, toutes les données qu'on a aujourd'hui nous montrent que si, on mange trop de protéines animales. Mais ça, c'est notre point de désaccord. Mais après, voilà, il faut mettre les études sur la table et en débattre, et on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a invité. Mais ça, pour le coup, on a un vrai sujet de clivage. Au-delà de l'enjeu de consommation, Thierry a parlé des enjeux de répartition de la valeur. Sur la valeur, c'est aussi un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre qui a parlé d'Egalim. Pourquoi pas mettre plus de contrôle, puisqu'Egalim ne marche pas? Aujourd'hui, on a toujours un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Dans le secteur de l'élevage bovin, c'est encore pire. Donc le statu quo, il n'est pas envisageable, en fait. Donc à partir de là, on essaie de discuter, et c'est pour ça qu'on se connaît, hein, avec le CNIEL, avec Interbev, on parle, hein, même avec les instituts techniques comme l'IDEL. On n'est pas là chacun de notre côté, même si on a des désaccords, on parle quand même. Sur le volet de la répartition de la valeur, on a peut-être un désaccord. Aujourd'hui, si on regarde les bénéfices nets qui sont dégagés aujourd'hui par les acteurs de l'aval, c'est plus 61% de bénéfices nets entre 2018 et 2021. Pendant ce temps-là, on a une majorité d'agriculteurs qui vivent sous le SMIC horaire. Bon, ça pose question. Après, sur les enjeux d'évolution des marges brutes, il y a beaucoup de débats autour de ça.
il y a l'OFPM, qui est l'Observatoire français des prix de la marge, qui a ces données-là. Elles sont reprises, elles sont discutées. On ne parle pas de coûts perçus par l'éleveur, mais coûts matières premières. Attention aux coproduits, puisqu'on a des peptones, des caséines, on a tout ça. Bon, ça c'est des débats aussi très techniques et on peut les avoir. Le constat est que si on regarde les données de l'INSEE, on les croise avec les données du RICA, qui est le réseau d'information comptable agricole, et on regarde aujourd'hui ce que gagnent les paysans, et on regarde ce que gagnent les acteurs de l'aval, il y a une question à se poser. Sur les enjeux de solde commercial, de balance commerciale, Oui. on peut en parler en volume et en valeur. Le solde en valeur, il se dégrade. Donc avec Thierry, je pense qu'on ne sera pas en désaccord là-dessus. On a un solde qui se dégrade. On est toujours à 3 milliards, je crois, de solde positif. Mais il se dégrade en fait depuis 2014. Et il ne se dégrade pas de quelques millions. C'est de plusieurs centaines de millions, voire du milliard. Sur la valeur, ça se discute aussi. Puisqu'en équivalent lait, en volume, bah voilà, c'est pas si simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un enjeu important, c'est sur l'environnement alimentaire. Je termine mon point là-dessus. 85% de l'emmental, il est produit dans le Grand Ouest français. C'est ça. Hein. Sur cet emmental-là, lorsque je le retrouve, sans citer de marque en particulier, Carrefour, Leclerc, etc., on a des prix au kilo qui sont différents. Or, la question est de se poser sur un lait qui est sensiblement le même, puisqu'en fait, le lait est collecté en fait, par des camions-citernes, ils vont collecter le lait, il est mélangé, il est homogénéisé, et c'est ensuite, une fois par craquage, c'est-à-dire par fabrication de plein de petits coproduits que j'ai cités précédemment, hein, les fameuses caséines, les peptones, le babeur, etc., on a en fait à la fin un lait qui est homogénéisé. Comment se fait-il que le prix au kilo soit si différent dans le secteur de la distribution ? C'est-à-dire qu'en fait, on a une valeur immatérielle, ça s'appelle le marketing, et c'est ça qui nous amène à avoir des prix très différents entre un emmental qui est sensiblement le même. Je pense que sur les enjeux de répartition de la valeur, ce sont ces sujets-là qu'on peut mettre sur la table. Et dernier sujet, un député, je ne sais plus lequel, ou un intervenant précédemment parlait des marges. La première chose, c'est au-delà de discuter de l'aspect très technique des marges brutes et des marges nettes, puisqu'en fait, les données ne sont pas données de manière très transparente. La première chose que nous, on demande, c'est quid de la transparence des marges brutes nettes et quid de l'estimation des bénéfices nets de certains acteurs pour penser en fait à mieux répartir le gâteau. Au profit de qui ? Des éleveurs et des agriculteurs. C'est ça en fait nous les questions qu'on met sur la table. Et ces sujets-là, il va falloir là-dessus, on peut en discuter aussi évidemment fait, avec Thierry et puis avec toute l'équipe. Hein, mais on va devoir conclure. J'ai fini là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les sujets qu'on a évoqués, que ce soit sur le volet économique de la balance commerciale, jusqu'à la question santé et nutrition, qu'on peut aussi évoquer, c'est-à-dire combien faut-il de protéines animales végétales pour satisfaire nos besoins nutritionnels et nos recommandations, etc. On peut débattre de chacun de ces sujets, mais il ne faut pas en oublier en tout cas la cohérence des politiques publiques qui sont aujourd'hui sur la table. Et en tant qu'ONG, c'est ça notre travail. Donc non, ce n'est pas incantatoire de dire on va réduire de moitié, et d'ailleurs ce n'est pas ce qu'on dit. On réduit de moitié pour aller où ? Sinon, moi je pourrais vous dire on réduit de 30% ou on réduit de 70%. La question est de savoir c'est quoi notre objectif. Si je vous mets la SNBC devant la table, il y a déjà des prévisions calculatoires qui sont faites et qui nous amènent à une réduction en fait, de la production et de la consommation. Ce n'est pas nous qui le disons. Même le travail de la stratégie nationale bas carbone va dans ce sens. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, plutôt que d'être dans des clivages parfois malheureusement stériles, mais parce qu'ils sont très passionnés, et c'est pour ça qu'on arrive aussi à discuter avec Thierry, même si on est en désaccord sur plusieurs éléments, c'est de se dire quelle est notre trajectoire et notre direction. Si on ne voit pas la même chose sur la photographie de l'agriculture en 2030, en 2050, c'est problématique. Si on arrive à percevoir des segments un peu similaires, peut-être que justement on peut se diriger dans une direction où on va pouvoir avoir des débats un peu plus éclairés. Alors, je suis désolé, il va falloir conclure. Tout à fait. Donc, on va faire le même exercice que les autres, c'est-à-dire qu'en 1 minute, vous allez reprendre les éléments essentiels qui sont pour vous. Donc, protéines animales, protéines végétales, faut-il les opposer ? Alors, je commence par Thierry. Bon, pour être totalement honnête, je dirais non, il ne faut pas les opposer à une condition, ou même à 2 conditions. C'est il faut travailler avec les producteurs et avec les filières, mais il faut travailler aussi avec les consommateurs. Donc il faut amener tout le monde. Donc il faut amener tout le monde, il faut amener les producteurs à être dans une dynamique sûrement de transition environnementale pour aller encore plus avant de ce qu'on a commencé à être dans une ferme laitière la plus durable au monde, comme le dit la FAO. Mais il faut amener le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, il veut des plats cuisinés, il veut des plats tout prêts.
et il a du mal à manger des matières premières. Donc il faudra travailler avec le consommateur. Et le consommateur, je pense qu'il a besoin aussi de comprendre que peut-être dans ces transitions, il a un enjeu et que le consommateur va décider quelle agriculture demain. Et donc le politique doit aider, doit accompagner le consommateur et donc aux politiques aussi à nous redonner une ligne directrice pour l'agriculture des 20 ou 30 prochaines années. Voilà, 1 minute. À vous, Thomas. Alors, on attend le... Et voilà. Ok. Sur les enjeux de consommation de protéines végétales et animales, je pense effectivement qu'il ne faut pas aller sur une polarisation du débat. Oui, pour plus de protéines végétales dans l'alimentation humaine et animale. Oui, pour plus de protéines végétales dans nos systèmes de production. Sur le volet protéines animales, ça se résume par le moins et le mieux. Et c'est, je pense, la meilleure direction vers laquelle on peut aller pour reconceptualiser un peu nos systèmes alimentaires durables. Ça supposera aussi de changer nos modes de consommation, comme le disait Thierry, repenser aussi les enjeux de produits transformés. Et sur le secteur laitier, beaucoup d'importations encore, de beurre notamment, et de fromage à bas prix qui rentrent dans nos produits transformés, c'est une réalité. Donc repensons aussi nos régimes alimentaires et surtout, allons vers les éleveurs et vers les agriculteurs et rediscutons clairement de la répartition de la valeur, puisque sans revenus dignes, on ne pourra pas avancer et on ne pourra pas les embarquer dans la transition agroécologique. Et c'est ça, en fait, le point le plus important et qui n'a malheureusement pas été dit très récemment par notre Premier ministre, qui est sur un détricotage environnemental et qui n'a pas donné des solutions claires pour les agriculteurs d'un point de vue de la rémunération. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette dernière controverse.